Thomas, Jérôme Roten, Daniel Riolo. Je rappelle que le 32-16 est ouvert, tout comme le hashtag RMC Live si vous êtes sur Twitter, tout comme Direct Studio sur l'appli RMC Sport, tout comme la page Facebook de l'After que je vous engage à aller voir. Il se passe toujours plein de choses sur la page Facebook de l'After. Moi, j'ai un très grand supporter de l'OM qui vient de nous répondre à mon jeu, même si ça lui fait très très mal au cœur. Les 10 000, il les met sur l'Atlético. Ah, voilà, but pour le Havre, Christophe Lécuyer. Le deuxième but, le but du break pour les Havrais qui portent le score à 2-0 grâce à leur capitaine Alexandre Bonnet. C'est parti d'une action bien menée collectivement. Bonnet. Très bon centre de la droite. Et attention, parce que là, ça s'échauffe. Ça part en bagarre générale sur le terrain. Il y a Jean-Marc Furlan qui est rentré. Il est foudrage. Il est arrêté par le quatrième arbitre. Oh, que c'est dommage. Ça serait tellement dommage que ce match qui a été particulièrement ouvert se termine comme ça, alors que là, les stadiers sont obligés de rentrer également sur le terrain pour calmer les 22 acteurs. Fin de match extrêmement tendu ici, avec un carton rouge d'ailleurs du côté du Stade brestois pour contestation. C'était Édouard Butin qui a été renvoyé au vestiaire par l'arbitre Benoît Millot. En tout cas, quoi qu'il en soit, tableau d'affichage, ça fait 2-0 pour les Havrais et on va rentrer dans 15 secondes dans le temps additionnel. Ah ouais, Édouard Butin qui ne jouera jamais avec Marius Trésor. Dommage. Bon, le Havre bien parti pour affronter donc l'AC Ajaccio vendredi. Brest là ne verra pas la Ligue 1 cette année. Les Brestois de Jean-Marc Furlan. Malheureusement pour eux. Dans quelques secondes, il est là. On peut l'accueillir tout de suite. Fred Hermel nous rejoint. Fredo, bonsoir. Je vais le refaire. Il est là, messieurs, dames. Fredo, bonsoir. Est-ce qu'on va le refaire encore une fois? Bon, la connexion avec Madrid a du mal à se faire. Donc on va... tiens, je vous propose d'écouter Dimitri Payet en attendant, parce que je voulais vous le faire... écouter. Oula, alors attends, alors il se passe des choses au Havre là, parce que c'est chaud entre Furlan et Mateta, je crois, ou un autre joueur. Yuga, ouais, qui est allé dans la direction de l'entraîneur brestois. Franchement, on craignait le pire. Moi, je pensais vraiment qu'il allait aller pour le frapper, pour le bousculer. Il a fallu que le quatrième arbitre s'interpose entre les deux. C'est encore très chaud entre certains joueurs havrais et certains brestois sur la pelouse. Il a même fallu, c'est quand même une scène assez surréaliste, que les stadiers rentrent sur le terrain pour séparer les joueurs. Donc alors attention, parce que là effectivement il y a de l'enjeu, hein. Il va virer, il va exclure Jean-Marc Furlan. Jean-Marc Furlan qui est renvoyé dans les tribunes par Monsieur Millot, Millot, auditeur de l'After, que l'on salue. On le salue. Fin de match extrêmement tendu, Benoît, très compliqué pour les Brestois qui ont déjà perdu. Il a fait quoi, Yuga, sur Christophe? Il était sur la pelouse, il y a eu une parole en fait, et on l'a vu Yuga partir à grande vitesse vers Jean-Marc Furlan. Il a vraiment fallu que le quatrième arbitre s'interpose entre les deux. Alors c'est une parole qui a déclenché la colère, l'énervement soudain comme ça de Yuga. C'était vraiment très très chaud entre les deux hommes. Le jeu va pouvoir reprendre. On est dans le temps additionnel. Ça nous a échappé d'ailleurs. Je suis même pas sûr qu'il l'a encore indiqué, le quatrième arbitre. Il est chaud, parce qu'il dit à Yuga, viens, je t'attends. Enfin, on voit des images où il est très tendu. C'est dommage, parce qu'on a assisté à un bon match, mais effectivement fin de match un petit peu dans la confusion ici au stade Océane. C'est surtout que ça va le priver du prochain match. Évidemment. Oui, bon là de toute façon. 3 minutes de temps additionnel. Tu diras 2 buts en 3 minutes, on l'a déjà vu. Mais... Le ballon qui sera mis en sortie de but pour la défense du HAC. On est dans le temps additionnel pour 3 minutes encore. 2-0 pour les Havrais. Cette fois, il est bel et bien là. Fred Hermel, bonsoir. Hola chicos. Salut Fred. Ça va les amis? Ça va et toi? On lui demande pour les 10 000 euros à lui ou pas? Je vous ai écouté. Réponds à Daniel avant ton avis alors. Je suis comme Daniel, je mise sur l'Atlético. Comme tout le monde. Fred, tout à l'heure tu nous parleras de la compo de demain. Tout à l'heure tu nous parleras des forces, des faiblesses. Mais là tout de suite c'est ton avis qui concerne Diego Simeone, jingle, Hermelito. D'un système que tout le monde connaît qui s'appelle 3-3-3. Très bien, excellent système. Alors Fred, on t'écoute sur Simeone. Oui, parce que cette histoire que Simeone n'est pas sur le banc, il fallait pas dire HP comme on dit en espagnol, quand on veut pas dire le mot à Monsieur Turpin. Il faut qu'il assume. Il l'a rempli. Ah oui, ça oui, il a dit, c'est tout à fait logique Clément Turpin a été excellent lors de Strasbourg-Lyon samedi soir. Ah tu vois, et il avait d'ailleurs été très bien lors de Roma-Barcelone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait un grand match. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est tout à fait logique. J'ai toujours dit que c'était notre sifflet d'or. Tu vois. Mais c'est tout à fait logique que Simeone soit pas sur le banc. Alors beaucoup de gens me posent la question en me disant, mais finalement, ce serait pas un avantage pour l'OM et tout ça? Je ne sais pas si c'est un avantage pour l'OM. En tout cas, c'est pas un désavantage pour l'Atlético. Loin de Fred, à force de parler d'un match, on en arrive toujours au bout d'un moment à ne plus savoir vraiment quoi dire. Donc, si demain, je sais pas, l'Atlético au petit-déj, il n'y a plus de cornflakes, ça pourra être un avantage pour l'OM.
Attends. Je trouve qu'au bout d'un moment, là, on cherche vraiment des trucs dans tous les sens. Mais on peut se poser la question. Et moi, la réponse. Poses la question, oui, mais comme. Bon, mais la réponse que je vais donner, c'est que je pense même que c'est un avantage pour l'Atlético. Tu veux que je raconte une histoire de cornflakes ? Ah, oui, vas-y. Non, oui, vas-y. J'ai rencontré un hôtelier qui a reçu le PSG cette saison. Ils ont piqué les cornflakes. Un matin, petit-déj du PSG, il y a l'intendant, un gars qui s'occupe de l'intendance au PSG, qui vient voir l'hôtelier en panique, tout rouge, transpirant, et il dit il y a un énorme problème. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus les chocs à pic. Il n'y a pas les bons cornflakes pour Trapp. Ah bah ouais. Ah, il dit c'est quoi le problème ? Ah non mais Trapp, il faut 7 marques de cornflakes. Le mec, il a dû prendre sa bagnole et aller à la supérette du coin acheter les cornflakes de Trapp. C'est normal. Tu vois, les cornflakes, c'est vachement important. C'est vachement important. C'est normal. Bon, c'est une petite histoire en passant. C'est drôle. Mais fais attention quand tu donnes des infos sur les cornflakes, sur les cornflakes, tout ça. Attention. C'est crucial. Ça, c'est les infos de ouf. Tu vois, ça. Bon, alors donc pour toi, Simeone en tribune, c'est pas un problème. C'est pas un problème, je dirais même que c'est un petit avantage parce que en fait, Simeone, c'est pas un mec sympa. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est un mec qui a une image, de mec intouchable, de génie, tout ça. Ce qu'il a fait à l'Atlético, c'est formidable. Humainement, j'ai pas envie d'aller dîner avec lui, quoi. Voilà. Par contre, aller dîner avec Germán Burgos, dit El Mono, le singe, il s'appelait comme ça. Attention, il s'appelait comme ça. T'as vu son physique. T'as vu c'est même le gorille. Il y a des singes qui sont très fins et très agiles. Oui, mais voilà, mais excuse, là, lui, il a plus une allure de gorille. De gorille, voilà, on l'appelle le Mono, voilà, c'est grizzly. Tu sais, il y avait un joueur argentin qui s'appelait El Piojo, le Pou Lopez, vous vous souvenez, El Piojo Lopez. C'est vrai. Bon, en Amérique latine, on aime beaucoup donner des noms d'animaux aux joueurs. C'est un super gardien, c'est un super technicien, c'est vraiment le yin et le yang, le Sancho Panza de Don Quichotte de Simeone. Il a déjà souvent dit, il est là aussi, il calme Simeone, en fait, il est vachement plus sympa que Simeone. Tactiquement, ils ont bien préparé le truc. S'il faut faire des changements, il n'a pas besoin de parler avec Simeone. Ils savent très bien, il saura très bien quoi faire. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il a quand même dirigé cette équipe lors des 2 matchs de demi-finale contre Arsenal, puisque Simeone avait été expulsé au bout de quelques minutes lors de la première rencontre. À l'aller à l'Emirates et au retour, bien entendu, il était dans la tribune. Donc, et il a réussi à mener cette équipe sans problème. Oui. Petite coupure parce que c'est terminé au Havre. Christophe Lécuyer, le Havre-Brest. Fin du match et la victoire du Havre, effectivement, sur le score de 2-0. Début de Fontaine à la 38e et du capitaine Alexandre Bonnet à la 88e. Une fin de match dans la confusion générale avec l'exclusion du Brestois putain, du Havrais Yuga également, Jean-Marc Furlan qui lui a été invité à rejoindre la tribune. Et c'est donc le Havre qui disputera le 2e tour des playoffs. Ce sera dès vendredi sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Yuga pas très malin parce que lui du coup il est suspendu pour le match c'était largement évitable. Bon. Merci Christophe, bonne soirée. Donc sur RMC vendredi il y aura AC Ajaccio Le Havre pour désigner l'équipe qui jouera en barrage face au 18e de Ligue 1. Fred, tu peux terminer. Oui, donc pour dire que d'un point de vue du coaching, il va faire exactement ce qu'aurait fait Simeone. Tout ça est très étudié, ils sont ensemble depuis de nombreuses années. Ils sont en relation les deux, parce qu'on voit Simeone s'exciter comme un fou en haut de la tribune depuis quelques matchs, mais alors en Espagne en général, tu as toujours le chef de presse qui est là, il passe un petit SMS, un petit WhatsApp et puis il le passe. Mais je pense que c'est même pas nécessaire parce qu'il y a une telle connexion entre les deux. Ils savent très bien que tous les cas de figure, bien entendu, sont prévus. Il y a une connexion totale, vraiment, il y aura zéro problème. Mais ce qu'il a de plus que Simeone, notamment dans le stress d'une finale, c'est qu'il est quand même beaucoup plus empathique. Il est beaucoup plus proche des joueurs. Simeone, c'est quand même le genre à gueuler. Et pourquoi ils le mettent pas lui alors numéro 1 alors ? Mais parce que Simeone est un génie et qu'il a fait un boulot extraordinaire. Non, parce que à t'entendre, là, j'ai l'impression que Simeone, c'est un problème pour le groupe. Mais j'ai pas dit ça. C'est ce que ça veut dire, Fred. Mais excuse-moi. Mais tu vois l'attitude de Simeone au bord du terrain, il gueule tout le temps sur les joueurs. Oui, mais bon, ça, les joueurs, ils sont habitués. Ça les dérange pas. Il y en a, ils sont là depuis 6 ans, 7 ans. Mais il y en a quand même quelques-uns qui en avaient un petit peu marre de Simeone et de ses méthodes. Ouais. Mais non, mais je veux dire que sur ce cas précis-là, je trouve que c'est pas un désavantage parce qu'il y a un côté beaucoup plus sympathique de l'entraîneur adjoint, beaucoup plus d'empathie, il est plus à encourager les joueurs, voilà. Donc pour moi c'est pas un problème qui est au contraire qui est pas Simeone sur le banc, voilà. Mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Jérôme, parce que Simeone, ce qu'il a fait avec ce club, c'est extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu le présentes comme le fait que c'est un gueulard, c'est un ceci, c'est un cela, et que l'autre, bien sûr qu'il est plus sympathique. Mais bon, les joueurs, quand tu es habitué à un certain discours de ton entraîneur, quand tu es habitué à avoir un entraîneur
sur le côté qui te bouge. On va l'avoir avant le match. Non, mais pendant le match, qui te bouge et tout ça. Alors oui, tu me dis ça a fonctionné contre l'Arsenal. Bien sûr que ça peut fonctionner. Que Simeone pendant un match, c'est pas lui qui fait tout. Bien sûr que c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui prennent les choses en main. Mais quand c'est un petit peu difficile, parce qu'il y a des périodes et surtout en ce moment à l'Atlético, tout n'est pas nickel. Bien sûr que tu as aussi besoin de te faire bouger les fesses. Je précise que Burgos, il est aussi capable de péter un plomb. Hein. Ouais. C'était très chaud, notamment avec Mourinho une année, où il avait dit à Mourinho, toi je vais t'arracher la tête. Et puis Mourinho après avait dit, mais t'es qui contre le Real. Puis il est chanteur d'un groupe de rock, hard rock et tout. Enfin, moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ah ouais. Et puis là, accessoirement, il a aussi survécu à un cancer du rein. Donc voilà, c'est un type il fait plein de choses dans sa vie, etc. Moi, je l'aime beaucoup et je vous dis, enfin, moi j'ai déjà dit, moi je n'aime pas trop personnellement, je n'aime pas trop Simeone, sa façon d'être, etc. Et je sais que des joueurs pensent comme moi. Voilà. Tiens, on va écouter justement. Mon discours. On va écouter justement Diego Simeone sur son absence sur le banc demain. Évidemment, mon sentiment principal, c'est la tristesse de ne pas pouvoir être au plus près de mes joueurs pour cette finale. Mais j'ai un lien très fort avec Germán, que je connais depuis toujours. Nous ressentons les mêmes choses. Et surtout, nous vivons le football de la même manière. C'est pour ça que cela fait tant d'années que nous travaillons ensemble. Tout ce qui se passe dans sa tête se passe également dans la mienne. Nous sommes en lien continu. Le meilleur exemple, c'était lors du match contre Arsenal. L'équipe se déplaçait très bien, elle travaillait naturellement. Nous sommes une équipe très travailleuse et j'ai une entière confiance en Germán pour diriger l'équipe. Tiens, regardez Germán Burgos en hard rocker. Écoutez-le. Ah mais non, on n'a pas le son. Ah zut. On va vous la mettre sur Twitter. Il y a quelques années, il est un peu plus gros maintenant. Ouais. C'était son époque ZZ Top. Ouais, et là c'est chanson balade, les gentilles, parce qu'il a fait des plus durs. Et alors voilà, si vous êtes sur BFM Sport, vous voyez, sur RMC, je vous le décris, torse nu, cheveux longs, tatoué. C'était il y a 18 ans. Oui, parce qu'il a pris quelques kilos depuis. Ah oui, là il a un peu plus il a pris un peu dans bon point. Il a pris un peu. C'est moins de foot. Le salaire a augmenté, les restos aussi. Sofiane est là au 32-16. Salut Sofiane. Salut, bonsoir les gars. Salut Sofiane. Est-ce que tu es d'accord avec Fred ? Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Fred sur les qualités de l'Atlético Madrid. Alors juste avant d'intervenir, je suis content d'avoir Daniel et Jérôme à l'antenne. Il en faut. Parce qu'en fait, après le match contre Konyaspor, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais intervenu et j'avais comparé l'OM à l'Atlético Madrid. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais provoqué l'hilarité de Jérôme et de Daniel. Et il s'avère que... ils ont beaucoup d'humour, tu sais. Et l'ironie du sort a voulu que les deux équipes se rencontrent en finale. Donc... moi, en ce qui concerne l'Atlético Madrid, moi je pense que c'est une bonne équipe, c'est une super équipe. Maintenant, moi je suis supporter de Marseille. Du coup, c'est une équipe que j'aime aussi regarder, que j'apprécie sur les dernières années. Moi, je pense que, alors moi je dirais pas que c'est du 50-50 comme Jérôme, mais je pense que c'est 70-30, 60-40. Je pense pas que ce soit aussi déséquilibré qu'on nous le dise. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Atlético Madrid, vous parlez de la Ligue des Champions, mais la qualification, ils l'ont pas perdu contre la Roma ou Chelsea, ils l'ont perdu contre Karabakh aller-retour, faut s'en rappeler. Et je vois beaucoup à Marseille, je vois beaucoup de caractéristiques assez proches de l'Atlético Madrid dans le combat, dans le caractère, et je pense que ça peut être... Je pense que Marseille peut gêner l'Atlético Madrid sur ce terrain-là, parce que de toute façon, je pense que techniquement, l'Atlético a quand même Antoine Griezmann, Diego Costa, des super footballeurs, quoi. Et le meilleur gardien. Excuse-moi, Sofiane. Moi, je veux bien, mais dans ces discussions-là, il y a quand même pas mal d'incohérences. Enfin, on n'a pas du tout parlé du match, des forces et tout. On est là. Bon, alors c'est vrai que c'est toi avec ton histoire des 10 000 de dire ça maintenant, alors que j'ai voulu jouer avec ça, mais justement pour tourner un peu en dérision ces discussions sur les favoris qui veulent souvent rien dire. Si tu te réfères à, et t'es pas le premier parce que l'auditeur précédent l'a fait aussi, à la phase de poule de l'Atlético et au moment moins bon que l'Atlético a eu cette saison. Bon, pour trouver des failles. Dans ce cas-là, il faut être cohérent jusqu'au bout. Il faut dire aussi que la phase de poule de l'OM, dans un groupe avec, on l'a dit tout à l'heure, Konyaspor, Salzbourg et voilà, était loin d'avoir été brillante, avec des matchs parfois catastrophiques. Ça les a pas empêchés de progresser pour arriver jusque-là. Donc, si
on dit l'Atlético a été mauvais en phase de poule. Ils étaient pas, l'auditeur tout à l'heure disait, ils ont quand même été dans une phase de poule avec la Roma, Chelsea, qui sont pas des grosses références cette année. Oui, bah oui. Alors l'OM, Cognasport, machin truc, c'est quoi? Donc bon, il faut, puis ils étaient pas, Griezmann est au fond du trou, il faut quand même être un petit peu équilibré. Je veux dire, non. une chose est, et c'est ce qui serait plutôt intéressant, c'est d'aller chercher les matchs, les finales de Coupe d'Europe qui ont vu le challenger s'imposer sur un net favori. Ça peut m'intéresser pour montrer que c'est possible d'aller voir comment ces équipes avaient fait pour s'en sortir. Alors, moi, on peut poser des questions sur cette finale. C'est d'abord comment l'OM va aborder tactiquement cette rencontre face à une équipe qui est difficile à jouer de ce point de vue-là parce que elle n'a pas pour habitude de beaucoup se livrer. L'OM n'est pas une équipe qui a beaucoup l'habitude de faire le jeu. Elle le fait contre des équipes moyennes en Ligue 1. Contre une équipe comme l'Atlético, ça semble quand même un petit peu difficile. Ça peut être comme ça de prime abord un peu équilibré. L'Atlético n'est pas une équipe qui a l'habitude de coller des grosses raclées. Même face à des équipes qui seraient du même calibre que l'Atlético, tu as des équipes qui jouent plus et qui seraient plus à même d'être dominatrices. Que fait et qu'a fait l'OM contre des gros? Le PSG au Vélodrome, c'est une référence intéressante. Ils ont essayé d'aller les jouer haut, de les bousculer. On se souvient de la fougue qui avait été mise notamment en début de rencontre, des bonnes séances de pressing. Est-ce que l'OM peut démarrer la rencontre comme ça ou avoir ce genre d'intention? Ça m'intéresse, c'est un point d'interrogation. Alors on va essayer d'y répondre. Attends, mais laisse-moi finir mes questions. Parce qu'on n'a pas du tout parlé tactique et l'approche du match. C'est prévu, important quand même. Sauf qu'il faut qu'on fasse une pause. Et Jérôme va donner son point de vue. Alors tout comme on reprendra à ce moment-là. Exactement. Et Sofiane reste avec nous. Je termine ma liste de questions. Dans quelques instants. À tout de suite dans l'after.